Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Monaco Info. Dans votre 19h, voici les titres de l'actualité. 2 expositions conjointement organisées dans le cadre du centenaire de la naissance du prince Régnier III sont à découvrir en principauté. L'une intitulée « Le prince et la Méditerranée » et qui vient d'être inaugurée. L'autre concerne, elle, l'évolution ferroviaire du pays sous le règne du prince bâtisseur. Plus d'informations à découvrir dans quelques instants. Hier soir, la chambre patronale du bâtiment a organisé son cocktail de fin d'année au Méridien Beach Plaza. Le bâtiment est un secteur clé dans le développement de la principauté, que ce soit dans les emplois qu'il génère ou les constructions exemplaires qu'il crée. Fabien Deplanche, le président de la chambre patronale du bâtiment, sera notre invité. Monaco est présent au salon international Luxury Travel Market qui se tient en ce moment même à Cannes. L'occasion de montrer aux acteurs du tourisme mondial les capacités d'accueil de la principauté, mais aussi toutes les choses que l'on peut y découvrir. Et pour refermer ce journal, nous vous proposerons un nouveau numéro de notre série de reportages intitulée « Ceux qui font Monaco ». Ce soir, c'est le restaurant Amore Mio qui est à l'honneur. Ce concept dédié à la famille et aux travailleurs propose, vous le verrez, de bons petits plats faits maison. Ce matin, toute la principauté a célébré la Saint-Nicolas, l'occasion de montrer toute la dévotion du pays à ce saint qui, après sainte dévote, a toujours été honoré par les monégasques dans les temps anciens. Ainsi, une messe en langue monégasque a été célébrée en la cathédrale par l'archevêque de Monaco. Après cette cérémonie, les écoliers ont défilé en costume dans les ruelles du Rocher tout en battant du tambour. Ils ont ainsi pu rejoindre l'archevêque en la cathédrale pour jouer une scénette qu'ils avaient bien sûr en amont bien répétée. Les enfants ont pour finir pu profiter d'un instant gourmand et se sont vus offrir des Saint-Nicolas en chocolat, toute une tradition. Dans le cadre des commémorations du centenaire de la naissance du prince Régnier III, le musée océanographique présente sa nouvelle exposition permanente intitulée « Le prince et la Méditerranée », comme vous l'explique Vanessa Dessy sur des images de Sylvain Péroumal. Suivant les traces de son arrière-grand-père, le prince Albert Ier, éminent navigateur et explorateur, le prince Régnier III a joué un rôle actif dans l'élaboration d'une véritable politique de la mer. Le prince Régnier III, finalement, on se souvient tous de lui comme le prince bâtisseur, mais c'était aussi un prince qui était passionné par la mer et un des premiers chefs d'État européens à s'intéresser à ces questions et à défendre l'océan, et plus particulièrement la mer Méditerranée. Les accords internationaux qu'il a créés dans les années 70, comme Ramoche par exemple, un des premiers accords avec 3 États, un accord de coopération locale, est encore en vigueur et encore très vivant. Même chose pour Pélagos. Et puis le prince Régnier III a aussi été un des premiers à vouloir créer une aire marine protégée. Et elle est toujours visible au Larvoto. Les visiteurs pourront embarquer à bord du bateau Deo Juvante II. Guidés par la voix de la princesse Stéphanie, ils navigueront à travers 4 espaces intimistes, évoquant successivement les différentes facettes du prince Régnier III. Le premier espace correspond à une évocation de son salon et on va trouver dedans des photos de famille, des photos plutôt intimes pour découvrir l'homme. Le prince Régnier III était un navigateur, était aussi un plongeur, un grand plongeur. Donc c'est cet aspect-là de ce prince que nous avons voulu faire découvrir. Dans un deuxième espace, c'est un espace plus onirique, plus immersif, dans lequel on va nager au milieu des cachalots. Enfin, on passe dans l'espace dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, qui vise, dans le bureau du prince Régnier III, sur son yacht Deo Juvante, à montrer au travers d'images d'archives son engagement politique et son action politique et internationale pour la mer Méditerranée. Et enfin, le dernier espace correspond évidemment à la passation entre le prince Régnier III et le prince Albert II de Monaco, qui s'inscrivent évidemment dans une dynastie qui, depuis plus d'un siècle, fait aimer, connaître et protéger l'océan. À l'occasion de l'inauguration de cette exposition, une œuvre de Louis Thiner de 1910 a été dévoilée. Ce tableau, resté méconnu jusqu'alors, représente le cap Régnard en Norvège. Il s'agit d'un don du prince Albert II. Restauré, il rejoint ainsi les collections patrimoniales du musée océanographique.
Un autre rendez-vous organisé toujours dans le cadre du centenaire de la naissance du prince Régnier III revient sur l'évolution ferroviaire du pays sous le règne du prince bâtisseur. L'exposition est intitulée « Le chantier d'un règne, la mise en souterrain de la voie ferrée 1958-1999 ». Un reportage de Vanessa Dessy et de Sylvain Péroumal. La gare de Monaco accueille son récit historique avec le chantier d'un règne, la mise en souterrain de la voie ferrée. 1958-1999, la voie ferrée apparaît au fil des décennies comme une saignée dans le paysage devenu totalement urbanisé. À son avènement en 1949, le prince Régnier III décide de redynamiser Monaco en lui donnant un second souffle. En lisant Le Prince, ses interviews, ses écrits, nous nous sommes rendus compte que, peut-être contre une idée reçue, qui était que le grand chantier du règne était celui de Fontvieille. Évidemment, c'est un héritage encore aujourd'hui très important pour le paysage urbain de Monaco. Mais le chantier dont le prince Régnier était le plus fier, c'était le chantier de la gare, ou tout au moins, plus largement, le chantier de la mise en souterrain de la voie ferrée. C'est Le Corbusier, c'est Jacques Rueff, son Premier ministre d'État, qui le conforte dans cette idée. Et il lance un premier tronçon entre 1958 et 1964, qui aboutit donc à la mise en souterrain de la partie est du territoire. Il achève cette mise en souterrain par la partie ouest du territoire entre 1993 et 1999 pour son 50e anniversaire de règne. Donc on était presque à la fin, évidemment, de son règne, d'où ce titre de chantier d'un règne. Entre coupures de presse et dizaines de photos, certaines en couleur pour la première fois, cette exposition retrace des moments intimistes qui s'articulent exclusivement autour de la construction de la nouvelle voie ferrée. On a travaillé main dans la main avec les archives du Palais. Premier travail, évidemment, travailler sur les archives, aller dans les fonds par rapport à ce qui est notre objectif, essayer de trouver les documents sur les deux phases de mise en souterrain, 58-64, essayer de trouver des documents inédits, originaux. On a trouvé par exemple le reportage photographique dans son entier du premier tir de mine qu'a donné la Princesse Grace, coup de lancement de ce chantier. Donc des fonds qui se croisent entre les photos des archives du Palais et les photos de Paul Louis qui sont à l'Institut audiovisuel avec des axes différents. À l'exposition Le chantier d'un règne, la mise en souterrain de la voie ferrée 1958-1999 est visible jusqu'au 31 décembre prochain à la gare de Monaco. Allez, on continue à vous parler à présent en quelque sorte de chantier, mais pas ferroviaire cette fois-ci. La principauté est connue, c'est vrai, dans le monde entier pour la construction de ses bâtiments, qu'ils soient d'époque ou très modernes, avec les impressionnantes tours de verre. L'architecture de la principauté ne cesse d'évoluer, c'est vrai, au fil des ans, et ces 2 km² de territoire constituent une véritable opportunité pour le secteur du bâtiment. Mais comment se porte justement ce secteur à Monaco et comment également s'adapte-t-il aux nouvelles normes écologiques voulues par le gouvernement? Les réponses avec notre invité Fabien Deplanche, il est le président de la chambre patronale du bâtiment. Bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, comment se porte aujourd'hui le secteur du bâtiment en principauté? Alors, le secteur du bâtiment a toujours une dynamique très importante. Aujourd'hui, on peut rappeler que cela représente 380 entreprises qui emploient plus de 12 000 personnes en principauté. C'est un chiffre d'affaires annuel de plus de 2,5 milliards d'euros. Donc ça en fait un des secteurs économiques majeurs de la principauté. On a une activité qui est débordante, il y a des très grands projets qui sont en cours et peut-être d'autres encore à venir. Aujourd'hui, peut-être pour faire un parallèle, pour que les gens se rendent compte, aujourd'hui 12 000 salariés, c'est plus que dans toutes les Alpes-Maritimes. Voilà. Alors, vous avez parlé il y a quelques instants des projets. C'est vrai qu'en cette fin d'année, vous vous êtes concentré sur un projet d'envergure qui devrait voir le jour, je crois, en 2024, la création d'une caisse de formation du bâtiment. Alors concrètement, quel est son but? Expliquez-nous. Alors, justement, la caisse de formation, a été une vision pour nous qui est tournée vers l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, on a une inquiétude, par contre, qui commence à être marquée, c'est au niveau de la carence de la main-d'œuvre. Ce sont des problèmes que l'on retrouve, je crois savoir aussi, dans
tous les pays frontaliers, donc c'est un problème qui est général, c'est pas lié à Monaco. On a au contraire, nous, une attractivité qui reste toujours très présente, même si ça commence à être un peu plus dur qu'avant pour recruter. Mais on a surtout un problème de formation et je pense de vision auprès des jeunes. Et on va réussir avec cela à offrir, je pense, un système d'aide cohérent, efficace pour inciter les entreprises à faire former leurs employés actuels sur le long terme et à ouvrir encore plus l'alternance et l'apprentissage qui, je pense, est vraiment une solution d'avenir et pérenne pour nos entreprises. Vous parlez d'avenir, j'ai une toute autre question à vous poser. C'est vrai que la principauté est très engagée, on le sait, pour la préservation de l'environnement. Quand on travaille dans le secteur du bâtiment, comment arrive-t-on à intégrer finalement des normes durables? Je crois que c'est très important pour vous. On doit faire en sorte de s'améliorer pour limiter l'émission des gaz à effet de serre, pour s'améliorer sur la notion des transports, l'utilisation de véhicules qui sont un peu plus vertueux, électriques, et aussi des engins. On a un label qui s'appelle BD2M, Bâtiment durable méditerranéen pour Monaco, qui vise à améliorer, on va dire, le bioclimatisme des bâtiments, améliorer l'impact sur la gestion des déchets, l'impact de l'utilisation des matériaux, la réduction évidemment de tout ce qui est énergie, consommation, eau, etc. Tout ce qui est chauffage ou rafraîchissement des bâtiments. Vous nous avez parlé des investissements souvent nécessaires pour se rapprocher de normes un petit peu plus durables dans le secteur du bâtiment, mais c'est vrai que vous devez aussi faire face au quotidien à une folle inflation avec la hausse des prix des matériaux. Comment arrivez-vous à gérer ces fluctuations de prix dans votre quotidien ? Alors ça c'est une très bonne question. C'est une des grandes difficultés aussi de nos métiers. On est lié évidemment à toutes sortes d'aléas humains et matériels pour arriver à construire un bâtiment. Aujourd'hui, l'inflation est venue en réalité en suivant la crise Covid. La crise Covid qui a marqué une forte hausse de tous les matériaux. Je l'avais déjà fait remarquer à l'époque et on en était très inquiets. On avait alerté même le gouvernement et tous les donneurs d'ordre avaient été alertés à ce sujet. Pour donner 2 chiffres, autrement je pourrais vous en parler très longuement. Par exemple, les aciers en 2021 avaient pris plus de 150%. Et en 2022, au premier trimestre, plus de 30%. Le bois avait pris plus de 300%. Donc voilà, ce sont des hausses qui ne sont pas anodines, donc qui ont mis en difficulté certaines entreprises qui n'avaient pas des marchés révisables. Donc là-dessus, ça a été déjà un premier impact. Après, il a fallu réactualiser les salaires pour suivre la hausse du coût de la vie, qui a été vraiment impactée par une inflation énorme. Dernière question, Monsieur Deplange, on se projette évidemment d'ores et déjà en 2024, dont on a déjà parlé dans notre entretien, mais quelles sont concrètement, selon vous, les perspectives de ce secteur à court terme en principauté ? Aujourd'hui, l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est à la fin des grands chantiers, qu'il y ait toujours une programmation à moyen et long terme, qui soit vraiment envisagée, parce que je pense que déjà, ce serait la meilleure manière que nos entreprises puissent avoir une vision à long terme, et qu'aujourd'hui l'activité de nos membres au sein du bâtiment est tellement importante pour l'économie monégasque parce que elle est garante aussi de la stabilité de nos institutions, des budgets de l'État, des caisses sociales qui sont liées directement à la démographie salariale. Donc ce que je peux dire, c'est qu'on a une inquiétude et j'espère qu'on arrivera avec l'État, notamment, qui est un partenaire crucial, à avoir une vision très long terme, une prospective, qu'on ait une vision collective ambitieuse pour qu'on puisse avoir à très long terme toujours des investissements d'envergure au niveau opérations publiques, infrastructures, investissements. Merci beaucoup à vous, Fabien Deplange, d'avoir été présent sur Monaco Info pour nous faire le point sur l'activité du secteur du bâtiment en principauté. Merci à vous. Le salon international Luxury Travel Market a ouvert ses portes ce lundi à Cannes. Cet événement réunit les acteurs du tourisme de luxe et il est une vraie opportunité pour la principauté de promouvoir ses capacités d'accueil et pour justement permettre à ses agents de voyage de découvrir la destination Monaco. La direction du tourisme et des congrès a organisé un week-end d'immersion. Samedi soir, ces derniers étaient accueillis au Twiga pour une soirée. Justin
Adèle et Sylvain Péroumal y ont également participé. Reportage. L'ouverture est imminente. À Cannes, l'International Luxury Travel Market a ouvert ses portes cette semaine au Palais des Festivals et des Congrès. Plusieurs centaines de personnes y sont présentes avec un objectif, repousser les frontières du tourisme de luxe. Peu avant ce festival, c'est à Monaco qu'une centaine d'agents de voyage se sont retrouvés, la DTC les ayant invités à un week-end. L'objectif, promouvoir la destination Monaco. C'est l'occasion de leur montrer la principauté. Et c'est l'occasion aussi de leur montrer notre savoir-faire dans la façon d'accueillir et aussi un petit peu de les remercier pour leur coopération si précieuse au cours de l'année. On a ici aujourd'hui des agents qui sont des partenaires très très importants pour l'ensemble de nos hôtels et pour l'ensemble de la destination. Échange et découverte, les hôteliers ont tout à gagner avec ce type d'événement. Ils peuvent ainsi montrer leur savoir-faire et leur excellence en termes de luxe. Pour avoir la crédibilité, pour pouvoir parler de Monaco, ils doivent vivre Monaco. Et c'est effectivement ce qu'on essaye de faire dans nos hôtels, en leur faisant vivre des expériences diverses et variées. Et évidemment, avec cette expérience au Twiga ce soir aussi. Très important de vivre l'expérience pour pouvoir en parler et garder cette crédibilité. Un séjour qui permet aux agents de goûter au luxe monégasque afin de mieux le vendre à leurs clients. Et je vous informe que le salon ILTM prendra fin demain à Cannes après 2 journées d'échanges intenses autour du tourisme à Monaco, évidemment, et ailleurs. Un mot de sport pour poursuivre ce journal avec la Roca Team qui s'est malheureusement inclinée face aux Partizan Belgrade 85-89. Un match avec un scénario cruel car les Monégasques avaient les moyens de l'emporter dans les 40 premières minutes de cette rencontre, mais aussi à cause d'incohérences arbitrales lors de la prolongation. Mais il faut désormais vite passer à autre chose car un autre match important attend la Roca Team le 8 décembre, toujours en Euroleague face à Kaunas. Coup d'envoi en Lituanie à 19h. Hier après-midi, le challenge de tir Johan Gastaldi édition 2023 s'est déroulé au stand de tir de la Carabine de Monaco. Ce challenge était constitué de différentes épreuves comme le tir à la carabine, le tir sportif ou encore le tir arme d'épaule. 6 équipes se sont ainsi affrontées tout au long de la journée. L'équipe VIP, composée notamment de Mélanie-Antoinette de Massy, l'équipe commandement avec les différents commandants des corps de la principauté, l'équipe Carabinier du Prince, l'équipe Sapeurs-Pompiers, l'équipe Sûreté Publique et l'équipe Maison d'Arrêt. Le tout dans une ambiance conviviale, mais sans oublier évidemment l'esprit de compétition. Nous vous en avons déjà parlé sur Monaco Info en ce début de semaine. L'association Monaco USA fête cette année ses 50 ans. Une soirée était ainsi organisée hier soir au Novotel pour célébrer cet anniversaire comme il se doit. Le reportage sur place de Frédéric Elion sur des images de Lionel Bernardi. En 1973, la princesse Grace crée l'association Monaco USA. L'actrice américaine, tombée amoureuse de son nouveau pays, souhaite rassembler toutes les personnes qui ont la principauté et les États-Unis dans le cœur. Mercredi soir au Novotel, Monaco USA fêtait son 50e anniversaire. Ce soir, il n'y a pas de gâteau, mais il y aura au moins 100 personnes de toutes les nationalités, parce qu'on n'est pas vraiment juste les Américains ou les Monégasques. On a toutes les nationalités qui partagent les mêmes valeurs. Et ce soir, c'est un moment de partager ensemble une petite célébration de 50 ans de partage avec la culture de Monaco et tous les événements. On est ravis d'être là à Monaco et c'est une opportunité de partager et célébrer ça. Monaco USA, c'est un réseau social de travail et d'échange. On compte un peu plus de 360 Américains résidant en principauté. Ça y est, l'AMAPI a organisé son grand événement de l'hiver. Ce mercredi 6 décembre s'est tenue la journée portes ouvertes de Noël de 9h à 16h30. À cette occasion, Christine Datomel vous fait découvrir les petits cadeaux que vous allez peut-être offrir à vos proches cette année. Reportage. Une journée portes ouvertes qui a attiré de nombreuses personnes comme tous les ans au centre d'activité Princesse Stéphanie 1 pour ces fêtes de fin d'année. C'est dans la bonne humeur que les bénéficiaires de l'AMAPI ont accueilli les visiteurs pour leur présenter les objets confectionnés par leurs soins depuis le mois de septembre. L'objectif de la journée, c'est de présenter effectivement à partir de matériaux qui ont été recyclés des créations
élaboré par l'ensemble de nos professionnels, mais aussi l'atelier sérigraphie qui prépare de nombreux petits objets qui ont été confectionnés à partir de bois aussi recyclés. L'idée, c'est de montrer un petit peu à l'extérieur tout ce que l'AMAPI est en capacité de faire ici au centre d'activité Princesse Stéphanie. On a fait des paniers, on a un groupe qui va à Nice pour faire des bières. Alors on a pris des bières aussi, on a fait des paniers, on a fait des bracelets, voilà, un peu de tout. L'argent récolté servira pour les bénéficiaires à partager des moments, soit au restaurant, des activités sportives, puisque nous participons chaque année à des séjours en ski, donc avec Isola 2000 et M. Jacques Pastor de la mairie de Monaco. On participe aussi à des achats de petits matériels dont on a besoin pour continuer effectivement notre activité. Enfin, tout est pour les bénéficiaires et puis pour pouvoir continuer effectivement à vivre avec eux des moments de vie sociale, des moments de partage, des concerts. Dernièrement, ils ont assisté à des concerts comme le concert de Soprano, le concert de Matt Pokora. Je suis parti de partout, je suis parti en Alaska, je suis parti partout avec eux. Je suis bien à ma pays parce que c'est mon métier d'être à ma pays, à la spéciale olympique Monaco, pour le sport. Je fais beaucoup de compétitions spéciales olympiques. C'est début septembre. Et après, septembre, octobre, novembre. Et on a presque fini là. Avant fin novembre, on a fini pour la porte ouverte pour aujourd'hui. Et c'est, les gens viennent et achètent. Et c'est extraordinaire parce qu'on ne voit pas autant de monde souvent comme ça. Et c'est super. Paniers garnis, bracelets, trousses, objets de décoration pour Noël ou pour la maison, les bénéficiaires de l'AMAPI nous ont une fois de plus impressionnés par leur ingéniosité et par leur savoir-faire. Ce matin, pour célébrer les 45 ans du club Soroptimiste, des rosiers ont été plantés dans la Principauté. Tout un symbole lorsque l'on pense à ce club réunissant des femmes qui s'unissent justement pour aider d'autres femmes. Aujourd'hui, les Soroptimistes comptent ainsi 75 000 membres dans le monde qui défendent activement et efficacement les droits des femmes et des filles. L'arrêt définitif du réseau Télécom Cuivre aura bien lieu en janvier 2024. Lancée par le gouvernement princier en avril dernier, la campagne à Monaco, l'apristé s'est terminée, a largement porté ses fruits. À ce jour, 98,7% des foyers connectés par le réseau cuivre ont déjà fait évoluer leur service. Le réseau Internet grand public via le cuivre va donc pouvoir être arrêté en janvier comme prévu. Cependant, 270 foyers qui sont pour le moment injoignables risquent une interruption de leur service sans ce changement de technologie. Alors pour ces derniers, il s'agit de vite contacter Monaco Télécom pour éviter évidemment la coupure Internet lors de l'arrêt définitif du cuivre en janvier, comme je vous le disais. Les équipes de Monaco Télécom sont à votre disposition si vous êtes évidemment concernés, soit en boutique, soit par téléphone au 99 66 33 00. Ceux qui font Monaco, c'est votre chronique proposée par Christinda Thomel dans laquelle elle vous fait découvrir des endroits clés de la Principauté. Ce soir, focus sur un restaurant apprécié pour sa simplicité et ses produits faits maison. Christinda. Et oui, après le Bella Vita et le Jack, deux établissements bien connus en Principauté, un nouveau-né, si on peut dire ainsi, il est pourtant né il y a quelques années de cela, Amor Emilio, qui ne connaît pas ou qui n'est pas déjà venu chercher un sandwich ici. Alors comment est née toute cette histoire? La réponse avec son gérant. On voulait faire nos snacks un peu. Maintenant, c'est la mode un peu. Tout c'est vegan, il faut faire attention à la ligne et tout. Ben, nous, on voulait faire un vrai snack où on a envie de manger des frites, des hamburgers, des choses avec goût. Parce que je pense que les gens, ils ont besoin quand même de temps en temps de sortir de cette ligne healthy qu'on a pris dernièrement. Moi, je suis italien de base et on aime cette idée des focaccia, des petits focaccia de la Socca, qui s'appelle farinata chez nous, mais c'est la même chose. Faite tous les matins. Tous les matins, on a notre chef pâtissier et chef boulanger qui font les focaccia, ils font les sandwichs. Tous les matins, on repart de zéro, j'aime dire moi. On a une partie des produits
qui arrive de l'Italie, une partie qui arrive de la France. Je trouve qu'il y a, surtout pour les fruits, les légumes et une partie de la viande, la France c'est mieux que l'Italie. À part la glace, qu'on ne fait pas nous, tout le reste où on arrive à faire, on fait nous. On a un staff, un bon staff qui aime faire ce qu'il aime. On cherche les recettes de la grand-mère pour faire la tarte verte, pour faire les focacce farcies, et on aime ça. On fait plein de formules. On a des formules salades, des formules pâtes, des formules Pokéball, que même là on s'est rapproché parce que c'est la mode, avec les desserts et les plats et la boisson, ok avec la boisson. Et puis sachez que Amore Mio vous livre également sur votre lieu de travail ou à votre domicile. Alors comment faire? C'est simple, téléchargez gratuitement l'application Amore Mio sur votre téléphone. Et puis en plus, vous allez voir, vous pouvez cumuler du cashback. Du cashback avec l'application Carlo. Merci beaucoup à vous, Crisinda. Je vous propose un point sur vos prévisions météo avant de refermer ce journal, et c'est avec Vanessa Dessy. Bonsoir. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Pas de changement notable, le temps restera très agréable sur le territoire. Les températures oscilleront de 8 à 13 degrés. Le soleil se lèvera à 7h48 et se couchera à 16h55 et nous fêterons les Ambroises. Je vous en parlais en ce début de journal. La Saint-Nicolas s'est tenue ce matin en principauté. Elle a largement été célébrée dans tout le pays et particulièrement par les enfants. Le tout accompagné de chocolat et de leur sourire. Les photos de ce soir sont signées Stéphane Dana. Il est l'heure pour moi de refermer cette édition. Merci comme toujours pour votre fidélité. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur Monaco Info et je vous dis à demain.